Eh ben, let's go. Bonjour tout le monde. Ravi de vous voir tous aujourd'hui pour ce webinaire sur les NFT. Aujourd'hui, on va parler des NFT et on va parler surtout de l'utilité des NFT dans des secteurs différents. Et pourquoi en fait on a décidé de faire ce webinaire? Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes savent à peu près c'est quoi les NFT, mais ils ont entendu un peu d'informations ici, un peu d'informations là-bas. Et le problème, c'est que à la fin, les gens ne comprennent pas vraiment à quoi servent les NFT et comment on peut utiliser aujourd'hui ces technologies pour faire beaucoup de choses intéressantes pour le business. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous expliquer les bases sur les NFT et la blockchain, vraiment en quelques mots d'expliquer comment ça fonctionne la blockchain, comment ça fonctionne les NFT, de vous démontrer l'utilité des collections NFT et de partager les cas d'utilisation de collections NFT, donc de montrer un peu les projets qui sont déjà réalisés aujourd'hui dans le secteur et voilà, de montrer comment eux ils ont fait et de peut-être donner des idées pour la suite, pour votre suite, d'utiliser la collection NFT dans votre business. Donc, les intervenants, aujourd'hui, merci à Julie et à Mathieu d'être présents avec moi pour ce webinaire. Julie, je te laisse présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup Mickaël. Oui, moi c'est Julie, je suis la cofondatrice d'Artpoint. Donc Artpoint, c'est une start-up qui est engagée dans la promotion de l'art digital depuis presque 3 ans maintenant. L'ambition d'Artpoint, c'est de venir donner un nouveau souffle, une nouvelle visibilité aux artistes numériques en essayant de sortir leur travail de l'espace assez cloisonné des musées et d'autre part de démocratiser l'accès à l'art en le rendant accessible dans de nouveaux lieux d'exposition. Donc concrètement, ce qu'on fait chez Artpoint, c'est qu'on représente un peu plus de 250 artistes numériques qui viennent du monde entier, qui explorent tous les nouvelles technologies. Évidemment, je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est l'art numérique avec un peu plus de détails. Mais l'idée, c'est qu'en représentant tous ces artistes, on a constitué un catalogue qui recense un peu plus de 3000 œuvres et on propose l'accès à ce catalogue dans des lieux de vie, donc dans des hôtels, dans des centres commerciaux, dans des bureaux d'entreprise et j'en passe. Et forcément, la technologie NFT est venue bouleverser notre industrie, elle lui a apporté énormément de valeur. Donc, je vous expliquerai en quoi elle permet à l'art digital de prendre progressivement sa place sur le marché de l'art. Parfait, merci beaucoup Julie. Mathieu, je te laisse te présenter. Merci Mickaël. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Mathieu, je suis ambassadeur chez Polygon depuis bientôt 1 an et demi, depuis la création de leur programme Polygon Advocate en juin 2021. J'ai aussi une activité de conseil et j'aide des porteurs de projets, des entrepreneurs et je suis aussi dans le DAO de Polygon sur le programme Grants. Alors qu'est-ce que je fais, chez Polygon, et pourquoi je suis présent aujourd'hui? C'est vraiment pour développer l'écosystème, si par exemple pour accompagner des personnes qui veulent aller dans l'écosystème, Web3, qui ont des questions sur Polygon, voilà donc l'idée du programme Polygon Advocate, c'est vraiment, d'aider de nouvelles personnes à développer des projets et en ce sens, on a organisé avec la Guilde de Paris des événements depuis janvier, des meet-up, des tech talks, des ateliers pour les développeurs, vraiment pour un public large et aujourd'hui, je vous parlerai de solutions plutôt business sur la partie technique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur un projet? Parfait, merci Mathieu. Je vais me présenter aussi. Je m'appelle Michael, je suis CTO et gérant de l'agence Colibrity. L'agence Colibrity, c'est une agence digitale qui est basée sur Paris. Aujourd'hui, on a 4 départements. On a le département design et tech. Donc là, on va réaliser tout ce qui est les sites, tout ce qui est les applications web, les applications mobiles. On a le département studio d'animation. Donc là, on va réaliser toute la partie motion design, des objets en 2D, en 3D. On a la partie social media marketing. Donc là, on va réaliser le contenu pour les réseaux sociaux, faire la structure et publier, le publier. Et enfin, on a le département NFT. Donc là, on va réaliser des collections NFT pour nos clients. Et donc là, l'idée, en fait, ce sera vraiment d'utiliser les collections NFT comme un outil marketing pour pouvoir promouvoir encore plus le business de nos clients. Voilà. Organisateur, encore une fois, c'est Colibrity, Artpoint et Polygon Guild. Le contenu du webinaire. Donc, comment ça va se passer? Donc, d'abord, on va parler un peu de théorie. Donc, on va vraiment expliquer en quelques mots c'est quoi le bloc, c'est quoi la blockchain, c'est quoi les NFT, comment ça fonctionne. Après, on va parler de NFT dans l'ère digitale. Donc, ce sera Julie qui va prendre cette partie. Après, moi, je vais parler de la partie NFT comme outil marketing. Et enfin, Mathieu pourra présenter la partie NFT comme solution technique pour pouvoir, voir vos questions et répondre à vos questions. OK, let's go. Mais c'est quoi la blockchain?
Le mathématicien Jean-Paul Delahaye voit la blockchain comme un très grand cahier que tout le monde peut lire librement, gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer. Donc, du coup, cette base de données est partagée entre tous les utilisateurs de manière absolument autonome, sans aucun intermédiaire de régulation, sans aucun organisme de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la base de données qui est la blockchain, vous pouvez la télécharger sans aucun problème sur votre machine, sur votre ordinateur et commencer à l'utiliser. Et en fait, dès que vous avez installé cette base de données sur votre ordinateur, vous êtes un membre qui va vraiment prendre des décisions sur la blockchain, qui va faire en sorte que cette blockchain va vivre. Donc, je vais parler dans le slide prochain comment ça fonctionne plus précisément. Cette base de données, elle est aussi immuable. Les informations enregistrées dans la blockchain ne peuvent pas être modifiées. Il y aura toujours une trace des échanges qui ont été faits entre les utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez écrit quelque chose sur la blockchain, c'est impossible de modifier. Voilà, pareil. Donc, je vais expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne. Non, je vais expliquer là maintenant comment ça fonctionne. Donc là, pour cet exemple, je vais prendre deux utilisateurs. Je vais prendre l'utilisateur A et je vais prendre l'utilisateur B. Donc, l'utilisateur A a réalisé une transaction vers l'utilisateur B. Qu'est-ce qui se passe après? Après, les transactions sont enregistrées au sein d'un bloc. Donc, il y a un petit bloc qui est créé avec beaucoup de transactions dedans. Après, le bloc il est validé par les nœuds du réseau grâce à un algorithme cryptographique. Donc là, je vais parler après pourquoi il faut valider le nœud. Donc, dès que le nœud est validé, il est hors daté et ajouté à la blockchain. Il est accessible à tous les utilisateurs. Ça veut dire tous les gens qui ont la blockchain qui est installée sur leur machine vont avoir ce nœud qui va automatiquement être créé sur leur machine aussi. Et comme ça, en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que comme ça, tout le monde a les mêmes informations et comme ça, tout est cohérent. Et à la fin, l'utilisateur B reçoit la transaction en provenance de l'utilisateur A. Pourquoi valider le bloc de transaction? Une blockchain peut compter plusieurs milliers de participants. Pour que le système fonctionne, tous les nœuds doivent s'accorder sur un historique unique des transactions. Sans consensus sur qui possède quoi, le réseau n'aura aucune valeur. C'est comme je disais avant, donc encore une fois, il faut faire en sorte que à chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose sur la blockchain, pour que l'autre personne ait exactement la même information. Sinon, ce sera impossible d'utiliser, parce que chacun aurait sa propre version de blockchain et du coup, ce ne sera pas du tout cohérent. Comment un nouveau bloc dans la blockchain est créé? Donc là, ici, sur cet exemple, vous pouvez voir trois blocs. On a le bloc 10, le bloc 11 et le bloc 12. L'idée, c'est qu'en fait, chaque bloc, il consiste le tête de ce bloc. Il consiste le hash. Qu'est-ce que le hash? C'est en fait l'information qui est des chiffres et des lettres qui veulent dire quelque chose. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est, comment dire, c'est quelque chose qui est défini les transactions et d'autres informations dans le bloc précédent. On a aussi les transactions dans ce bloc et on a aussi le hash de bloc qui le suit. En fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que comme vous pouvez voir ici, que par exemple dans le bloc 11, on a le hash de bloc 10. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, le hash il est constitué de toute l'information qui est présente dans le bloc. C'est-à-dire que si vous allez venir dans le bloc 10 et vous allez essayer de changer la transaction, par exemple c'est ici, vous allez changer une seule lettre, un seul chiffre, en fait, ce hash il va aussi être changé. Et du coup, le bloc 11, il sera plus valide. Pourquoi? Parce qu'en fait, le hash il est changé et comme il y a une connexion entre le bloc 10 et le bloc 11 avec ce hash, du coup, ce sera plus valide. En fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, si quelqu'un va essayer de modifier quelque chose dans la blockchain, par exemple, il va aller dans le premier bloc qui était créé dans la blockchain et va modifier la transaction, tous les blocs qui le suivent ne seront plus valides. Et ça, c'est ça, en fait, qui est intéressant avec la blockchain, parce que ça fait la sécurité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier l'information qui est dedans, et c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est écrit dedans, c'est fait, et vous ne pouvez plus le modifier. Voilà. Donc, en fait, quel type de validation de nœud existe? En fait, l'idée, c'est que tout ça, donc tout ce que je vous ai montré ici, le hash, comment il se crée? En fait, le hash, il va être créé avec un calcul mathématique qui est assez complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, à chaque fois qu'il faut créer un nouveau bloc, il faut trouver ce hash. En fait, il faut trouver le hash qui correspond à toute cette information. Et qui vont le faire? Ce sont les participants du réseau qui vont essayer de créer ce hash, de trouver ce hash. Et pour le faire, il y a des algorithmes de consensus différents. En fait, les algorithmes de consensus, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont définir qui va calculer ce hash, qui va calculer le bloc suivant. Et pour ça, en fait, comme vous pouvez voir sur cet écran, il y a beaucoup de mécanismes de consensus qui existent et ils sont tous différents. Par exemple,
Le Proof of Work et le Proof of Stake, ce sont des consensus, les mécanismes de consensus les plus connus aujourd'hui. Donc, par exemple, Ethereum, c'est une blockchain qui est l'une des blockchains les plus connues aujourd'hui. Avant, ils utilisaient le Proof of Work, et là, aujourd'hui, ils sont passés au Proof of Stake. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Proof of Work, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il faut avoir beaucoup de calculs, il faut avoir beaucoup de processeurs, beaucoup de cartes graphiques pour pouvoir calculer le hash suivant. Et en fait, pourquoi c'était un peu problématique parce qu'il fallait beaucoup de calculs pour pouvoir calculer le hash. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le calculaient, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui au final, trouvaient le bon hash. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une seule bonne réponse, il y a 10 millions de personnes qui vont essayer de la retrouver, il y a une seule personne qui va trouver la bonne. C'est-à-dire toutes les autres personnes qui ont essayé de trouver la bonne réponse, eux, ils ont perdu, et donc du coup, ils vont juste perdre de l'énergie pour rien. Donc, c'est pour ça que le Proof of Work, je m'excuse, le Proof of Work, c'est un mécanisme de consensus qui était utilisé par Bitcoin et par Ethereum avant, mais là, on essaie plus d'aller dans les Proof of Stake ou d'autres consensus. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, il n'y aura pas les 10 millions de personnes qui vont essayer de trouver le hash suivant pour créer le bloc, il n'y aura que les personnes qui sont choisies. Et les personnes, comment ils sont choisis? Ils sont choisis parce qu'ils ont beaucoup de jetons des ETH, d'Ethereum déjà dans leur portefeuille. Et c'est pour ça que la blockchain leur fait confiance et lui permet de faire les calculs et de sortir le bloc suivant. Après, un autre exemple, c'est un Proof of Space. Proof of Space, c'est aussi un mécanisme de consensus. Comment ça fonctionne avec Proof of Space? En fait, c'est les personnes, ils vont stocker l'information sur leur ordinateur. En fait, il y aura un petit mécanisme de test donc, qui va vérifier si l'information est toujours stockée sur l'espace. Si l'information est toujours stockée, donc du coup, la personne, le mécanisme est content, et du coup, la personne est récompensée par un jeton. Donc, en fait, ça, c'est assez complexe. Donc, il y a beaucoup d'informations ici. Donc, ça, on peut faire un autre webinaire. Si vous voulez, on peut faire une formation qui va vraiment expliquer des mécanismes de consensus parce que c'est un sujet beaucoup plus vaste. Là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer en quelques mots. Je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de questions. Je suis sûr que vous n'allez pas tout comprendre, mais au moins, vous allez avoir un petit peu une idée vous allez avoir une idée comment ça fonctionne. Et après, on pourra entrer plus dans le détail dans les prochains webinaires, dans les prochaines choses. Et donc, qu'en est-il des NFT? Donc, maintenant, on passe sur les NFT. Donc, qu'est-ce qui est NFT? NFT, Non-Fungible Token, est un objet unique qui n'est pas interchangeable. Par exemple, l'argent est fongible, tous les billets sont les mêmes et peuvent être échangés entre eux, mais une œuvre d'art, elle n'est pas fongible, car elle est unique. Par exemple, il existe une seule unique Mona Lisa. Tout support numérique peut être un NFT, musique, image, vidéo, document. Et donc, en achetant un NFT, il faut bien comprendre que vous n'achetez pas en fait l'objet en lui-même. C'est-à-dire que là, si vous allez acheter un NFT de, je ne sais pas, avec une petite image qui est jolie, vous n'allez pas vraiment acheter à la base l'image. En fait, vous allez acheter vraiment le bloc qui est sur la blockchain. Mais en fait, cette image, il sera associée à ce bloc-là. Ça, il faut le comprendre, mais voilà. Donc, en quelques mots, encore une fois, c'est quoi un NFT? Un NFT, c'est juste quelque chose qui est connecté à un objet numérique. Donc, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être la musique, image, vidéo, document, la présentation, tout ce que vous avez aujourd'hui sur votre ordinateur, ça peut devenir un NFT. Et voilà, donc c'est ça. Comment ça fonctionne? Donc, les NFT fonctionnent grâce à des contrats intelligents. C'est quoi un contrat intelligent? En fait, c'est un contrat, comme un vrai contrat, mais qui est fait avec le code qui est développé sur la blockchain. Et en fait, à quoi il sert ce contrat? En fait, dans ce contrat, on va définir les règles de la transaction. Par exemple, on va dire que si la personne l'achète un NFT, on va prendre les NFT et on va l'envoyer vers le portefeuille de la personne. Sinon, on peut faire en sorte que si la personne va revendre les NFT, du coup, il y a par exemple un pourcentage qui sera envoyé à la personne qui a créé le NFT et l'autre partie sera envoyée à la personne qui a acheté le NFT. Donc, en fait, ce sera vraiment un contrat où il y aura toutes les règles et on peut vraiment définir tout n'importe quoi. C'est-à-dire, dans le smart contract, on peut vraiment définir toutes les règles dont vous avez besoin pour fonctionner. Donc, après, vous avez vraiment vous êtes libre dans le développement. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans ce smart contract. Comment on crée aujourd'hui un NFT? Donc, en fait, il y a deux parties. Là, on a expliqué la partie comment nous, on le fait, c'est-à-dire que c'est vraiment si vous voulez faire quelque chose sur mesure. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez aussi la partie, si vous allez créer des NFT sur le marketplace, là, ce ne sera pas vraiment comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute cette partie va être prise en charge par la marketplace. Donc, vous allez juste avoir à charger l'image dans la marketplace et il va créer le smart contract, faire tout le nécessaire. Mais donc ici, en fait, on vous explique vraiment comment il faut faire si vous voulez faire sur mesure.
Donc, d'abord, il faut créer le support numérique. Le support numérique, encore une fois, ça peut être soit la musique, soit l'image, soit un document. Après, il faut ajouter à ce support numérique un système de stockage. Ça peut être un serveur, mais on n'utilise pas vraiment le serveur pour tout ce qui est NFT. On utilise d'autres systèmes. Encore une fois, si ça vous intéresse, on pourra plus en parler de détail dans les prochains webinaires. Donc là, l'idée, c'est qu'on va utiliser un système de stockage pour pouvoir stocker l'image ou la vidéo ou le contenu que vous voulez. Après, il faut créer le fameux smart contract. Encore une fois, le smart contract, c'est le petit bout de code où on aura toutes les règles pour tout ce qui est les transactions, pour tout ce qui est les paiements, etc., etc. Après, dès que le smart contract est créé et bien sûr vérifié, il faudra le déployer sur la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va le déployer, ça sera vu dans la blockchain et en fait, dès que le smart contract est déployé sur la blockchain, là, les transactions peuvent se passer. Et au final, on va déployer l'application pour permettre d'intégrer avec le smart contract. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va créer un petit e-commerce. Donc, on peut faire un petit lien avec un e-commerce. Et en fait, les gens, quand ils vont se connecter sur ce e-commerce, ils auront la possibilité d'acheter votre NFT pour le recevoir dans leur portefeuille numérique. Comment en acheter? Donc, créer un portefeuille numérique, exemple MetaMask. Donc, ça, c'est la première chose à faire. En fait, juste pour que vous compreniez, aujourd'hui, presque tout fonctionne avec un portefeuille numérique, parce que le portefeuille numérique, c'est vraiment votre portefeuille à vous. Et en fait, à chaque fois que vous allez connecter un logiciel pour acheter un NFT, en fait, vous allez vraiment vous connecter avec votre portefeuille. Après, il faut acheter de la crypto-monnaie. Donc là, si vous voulez acheter quelque chose, si vous voulez acheter un NFT, il faut l'acheter avec la crypto-monnaie. Et pour ça, il faut d'abord acheter cette crypto-monnaie et l'avoir sur votre portefeuille. Et après, si vous voulez l'acheter, soit il faut l'acheter sur un marketplace, soit il faut l'acheter directement sur le site du créateur. Assez souvent, comment ça fonctionne quand les sociétés vont créer une collection NFT, d'abord, ils vont le vendre sur leur propre site. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que dès que vous l'avez acheté, vous avez la possibilité de la mettre sur la marketplace pour que d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps ou ne savaient pas que la collection existe puissent après l'acheter directement via la marketplace. Et donc, du coup, les domaines d'utilisation. Aujourd'hui, on a trouvé les 3 grands domaines d'utilisation pour tout ce qui est les collections NFT. Donc, le premier domaine, c'est NFT dans l'art digital. Le deuxième, c'est NFT comme outil marketing. Et le troisième, c'est NFT comme une solution technique. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. NFT dans l'art digital. Julie, je te laisse la main. Super, alors je vais partager mon écran. Voilà. Alors effectivement, comme je le disais en introduction, moi j'ai cofondé une entreprise dans l'art digital, donc je vais vous expliquer en quoi la technologie NFT peut donner plus de valeur aux œuvres d'art numérique et leur permettre progressivement de prendre leur place sur le marché de l'art. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'art digital ces derniers mois, mais finalement c'est une notion qui est parfois encore un peu floue dans la tête du public. Donc je vais peut-être commencer par vous donner une définition de ce qu'est l'œuvre d'art numérique. Donc pour commencer, il faut savoir que de tout temps, les artistes se sont appropriés les outils que leur offrait leur époque pour créer des œuvres, pour dévoiler leur propre interprétation du monde qui les entourait. Et donc, les premières expérimentations d'art numérique remontent aux années 1950 avec l'apparition des premiers ordinateurs. Par la suite, on a eu les premiers festivals d'art numérique, énormément d'événements qui touchaient à l'art digital, mais c'est vrai que la pleine reconnaissance de ce courant a eu lieu très récemment avec la consécration des NFT. Et donc l'œuvre d'art numérique se concentre sur 2 éléments de définition majeure. Le premier, celui de l'utilisation du médium numérique par l'artiste. Il faut donc que l'artiste ait créé une œuvre grâce à un outil numérique. Mais dans un monde où tout devient digital, où les nouvelles technologies sont prépondérantes dans nos quotidiens, ce premier élément de définition n'est pas suffisant pour pouvoir qualifier une œuvre d'œuvre d'art numérique. Il faut donc également que le numérique ait été placé au cœur de la démarche d'un artiste et donc qu'il ait souhaité questionner notre rapport aux nouvelles technologies dans son œuvre. J'entends par ce second élément de définition que, par exemple, une photo numérique, aujourd'hui, n'est pas considérée comme une œuvre d'art numérique, c'est juste le prolongement de la photographie argentique. Et donc, les premiers exemples d'œuvres d'art digital
se décompose en 3 grands courants. D'abord les œuvres immersives, puis les œuvres interactives et enfin les œuvres génératives. Donc pour commencer, les œuvres d'art immersives sont celles qui vont immerger un spectateur dans un univers visuel et sonore à 360 degrés. On voit donc que le numérique a vraiment été placé au cœur de la réflexion de l'artiste. Ensuite, les œuvres interactives que vous avez probablement dû voir lors de ces derniers mois sont des œuvres qui vont placer le spectateur au cœur de l'expérience puisque chacun de ces mouvements va pouvoir influer sur le visuel de l'œuvre. Et donc, le spectateur prend une autre posture puisqu'il devient acteur dans la création de l'œuvre. On parle même de co-création. Et en troisième lieu, les œuvres génératives, ce sont des œuvres qui reposent sur des flux de data et donc qui sont en perpétuel renouvellement. C'est un flux continu d'informations qui se renouvelle à l'infini. On voit donc que sur ces 3 catégories d'œuvres d'art, on a des artistes qui vont essayer de questionner notre rapport aux nouvelles technologies en nous proposant une nouvelle posture lors de l'analyse de l'œuvre. Et donc ça, c'était les 3 grands courants initiaux. Et finalement, découle l'apparition de nouveaux courants comme le net art, l'art vidéo, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le mapping et j'en passe, qui aujourd'hui constituent vraiment ce qu'est devenu l'art digital aujourd'hui. Donc l'œuvre d'art numérique, vous avez compris désormais ce que c'était, mais il se trouve que c'est un courant, l'art digital, qui s'écarte un petit peu des courants plus traditionnels parce que l'œuvre d'art numérique est en rupture avec les autres formes d'art. Ceci pour 2 raisons principales. La première, c'est que le marché de l'art, depuis toujours, est un commerce d'objets. Donc pour que les transactions se fassent sur le marché de l'art, donc entre des antiquaires, entre des galeristes, des collectionneurs, des artistes et j'en passe, il faut une notion de tangibilité, une notion de matérialité. Or, le problème avec l'art digital, c'est que c'est un art qui est un art immatériel, qui est un art intangible. On le sait, c'est un fichier qui a vocation à être diffusé, mais qui ne repose pas sur cette notion de matérialité. Donc, pour pallier cette problématique, cette première problématique du moins, on a de plus en plus d'artistes qui vont penser des systèmes autonomes. On le voit ici sur la photo que vous pouvez voir ici de Portrait on the Fly, 2 artistes qui pensent leur œuvre avec un système de support autonome qui nous permet de pouvoir visionner l'œuvre librement. Mais le second vrai problème est celui de la rareté, puisque le marché de l'art est un commerce qui repose sur une notion de rareté. Raymonde Moulin, qui était sociologue, historienne de l'art, le précise. Elle dit « Dans notre définition de l'art, c'est la même fascination pour l'œuvre unique et originale qui est au principe de la rareté économique et de la valorisation artistique. » En fait, de tout temps, pour qu'un collectionneur ait envie de collectionner, il doit avoir la potentialité de pouvoir prétendre à une certaine spéculation sur son œuvre. Il y a un certain ego qui va être comblé pour le collectionneur par cette notion de rareté, d'unicité, qui n'était pas apportée sur des fichiers qui sont par nature duplicables et réplicables, puisque ce sont des fichiers qui peuvent se reproduire à l'infini. Et donc, c'est là que la blockchain intervient. En 2021, on a l'œuvre de Beeple, dont vous avez entendu probablement parler, qui se vend pour près de 70 millions de $ chez Christie's. Et donc, on a une véritable consécration de cette technologie qui existait déjà depuis quelques années, mais qui n'avait pas vraiment été reconnue par des institutions. Donc, à ce moment-là, en 2021, lorsque Christie's la reconnaît, on a une véritable reconnaissance, consécration de cette technologie qui va prendre énormément d'essor dans différents écosystèmes, et notamment dans l'écosystème de l'art digital, où elle apporte énormément de valeur. Parce que juste pour information, les NFT, donc, ce sont des certificats numériques d'authenticité qui peuvent s'adosser à tout type d'actifs, notamment à des actifs numériques et notamment à des œuvres d'art digital. Mais je précise que le marché de l'art digital constitue uniquement 15% du marché des NFT. Donc, on peut adosser ce certificat numérique d'authenticité à tout type d'actifs. Et là, en l'occurrence, je vous parle uniquement du cas de cette technologie qui est adossée à une œuvre d'art digital. Donc, c'est une technologie qui a permis
à l'art digital progressivement de prendre sa place sur le marché de l'art. Pourquoi ? Parce que le collectionneur peut commencer à collectionner cette œuvre en ayant réellement ce sentiment de rareté, ce sentiment d'unicité et donc de valeur sur son œuvre. Et donc, progressivement, les artistes peuvent commencer à vendre leur travail, à pouvoir vivre de leur art grâce à cette technologie qui leur permet pour la première fois de pouvoir s'adresser à ces collectionneurs. On voit que partout à travers le monde, on a des artistes qui ont émergé, on a des continents qui étaient assez reclus comme l'Afrique, où de nombreux artistes ont émergé grâce à la technologie NFT. On voit que les frontières commencent progressivement à se casser et à permettre à de nouveaux individus de pouvoir émerger sur la scène artistique. Donc, avec Artpoint, vous l'avez compris, initialement, on a une vision qui est celle que l'art doit être diffusé massivement. Donc, une œuvre d'art peut se retrouver dans différents établissements à un même instant. Donc, on a eu envie, avec la techno NFT, d'essayer de donner plus de valeur à ces œuvres d'art, puisqu'on sentait que cette technologie, comme on le disait, permettait à l'art digital de prendre place sur le marché de l'art, tout en s'inscrivant dans cette vision qui était celle de venir diffuser les œuvres. Donc, ce que l'on fait avec Artpoint, c'est que l'on vient recréer un lien entre les NFT et le monde réel en créant le premier écosystème qui se base à la fois sur la vente, mais également sur l'affichage d'œuvres d'art digitales. Donc, concrètement, on vient organiser des drops, donc des ventes de certains de nos artistes. On les vend à des collectionneurs, mais on va continuer la diffusion de ces œuvres. L'idée, c'est de faire venir voyager des œuvres partout à travers le monde, dans le monde physique, donc dans des lieux comme des hôtels, des centres commerciaux, des bureaux d'entreprise, dans des gares, dans des aéroports, mais également dans l'espace public, puisque la vision d'Artpoint, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écrans, qui est un support parfaitement adapté à la diffusion de l'art digital. En parallèle, de plus en plus de super artistes qui explorent les nouvelles technologies, un public qui est captif à l'idée de vivre ce type d'expérience, et donc on vient faire en sorte que tous ces écrans ne diffusent plus du contenu promotionnel, mais bien des œuvres d'art. Donc, notre vision autour des NFT est celle que les artistes vont créer, les collectionneurs vont collectionner et les lieux de vie vont afficher. Je m'entends, les artistes vont pouvoir créer leurs œuvres et donc bénéficier à la fois des revenus qui sont dus à la vente de leur œuvre, mais également à l'affichage de leur œuvre. Donc, on fait vraiment une distinction entre la propriété de l'œuvre, qui revient évidemment au collectionneur, et la propriété intellectuelle sur les œuvres, qui revient à Artpoint et aux artistes, qui nous permet de pouvoir diffuser largement des œuvres dans des lieux de vie. Les collectionneurs, on le comprend, sont donc ceux qui ont la propriété sur les œuvres, qui vont pouvoir collectionner des œuvres curatées, des œuvres qui sont vraiment sélectionnées sur le volet, et qui vont voir leur œuvre prendre en valeur puisqu'elles sont diffusées dans l'espace public, elles sont rendues visibles, et donc mécaniquement, la cote de l'artiste va augmenter sur le long terme avec une œuvre qui va prendre plus de valeur sur un second marché. Nous avons donc lancé notre première collection NFT il y a quelques jours. Les ventes vont être live d'ici quelques heures. Et donc, concrètement, la manière dont ça se structure, on organise un drop tous les mois autour d'une thématique. Donc, le premier drop de Cabinet of Imagine Worlds. On a 4 artistes qui ont travaillé autour de la notion du cabinet de curiosité, des mondes enchantés, des mondes parallèles, sous des prismes complètement différents, puisque le premier artiste que vous voyez ici, Gaël Corboz, et Julie Berger-Lint, sont 2 artistes qui ont travaillé cette thématique autour de la 3D. David Soder autour de l'intelligence artificielle et enfin Benjamin Bardou autour de la photogrammétrie. Évidemment, je pourrais vous repartager les liens vers notre plateforme et vers la page de ce drop, mais vous le voyez ici, l'idée, au-delà d'organiser des drops de grande qualité et axés sur de la curation, c'est de faire voyager ces œuvres dans l'espace public, dans des lieux de vie, afin de leur donner plus de valeur, de les faire être rendu visible à une très large audience et de créer ce bridge NFT qui donne beaucoup de valeur, qui permet aux collectionneurs d'être rassurés sur l'authenticité et sur sa qualité de propriétaire sur l'œuvre, mais de sortir les œuvres des wallets pour leur donner plus de visibilité et permettre un accès favorisé à la culture à une plus large audience. Et je serais ravie de répondre à vos questions dans un second temps. Parfait, merci beaucoup Julie. Donc, je vais repartager l'écran et on va parler maintenant de l'utilité des collections NFT dans le marketing. Okay. Vous voyez bien mon écran?
Tout à fait. Ok, parfait. Ok, donc NFT comme aussi marketing. Donc, aujourd'hui, on a trouvé trois vraiment points intéressants pour utiliser les collections NFT dans ses propres campagnes marketing. Donc, le premier point, c'est pour offrir quelque chose de plus à vos clients fidèles. Le deuxième, c'est renforcer vos relations avec vos clients existants et attirer de nouveaux. Et enfin, accéder à un nouvel horizon avec des campagnes et des stratégies créatives. Donc, et là, je vais montrer des exemples. Moi, j'ai compris que le plus intéressant, c'est de montrer des projets qui sont déjà réalisés pour vous un peu démontrer qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce que les autres ont déjà fait. Donc, le premier exemple que je vais vous montrer, c'est l'exemple de Roland Garros. Donc, Roland Garros, vous le connaissez, je pense tous, c'est un tournoi qui est très connu, qui est très grand, qui se passe ici à Bologne chaque année. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Ils ont réalisé une collection de 5000 NFT qui représentent un siège virtuel numéroté de cours Philippe Chartier. Donc, c'est un cours qui est un des cours principaux de Roland Garros. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Ils ont réalisé comme une collection avec des sièges de secours. Et les gens qui ont acheté ces NFT, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu beaucoup de points intéressants. En fait, l'idée de cette collection, c'était vraiment de faire en sorte que les gens qui sont intéressés par Roland Garros, qui sont intéressés par le tennis, pour qu'ils soient encore plus connectés à leur idole, à leur sportif de haut niveau qu'ils soutiennent, et aussi pour qu'ils deviennent encore plus un peu dans l'univers de Roland Garros. Pour le faire, en fait, ils ont permis aux gens qui ont acheté les NFT déjà d'avoir des billets, d'avoir la possibilité de gagner des billets pour le Roland Garros, donc de l'année, donc c'était en 2022, donc ils avaient la possibilité de gagner le billet pour l'année 2022, mais aussi d'avoir la possibilité de gagner les billets pour l'année 2023 et 2024. Donc en fait, les personnes qui achetaient les NFT, c'était un peu un projet aussi pour le futur. Mais après, ce qui était intéressant aussi, c'est que, par exemple, ils avaient la possibilité de rencontrer des joueurs, des joueurs et joueuses professionnels. Ils avaient la possibilité de visiter les coulisses du stade Roland Garros, d'assister à d'autres compétitions majeures de tennis dans le monde, comme Roland Garros, ça fait partie d'une grande entreprise qui organise un peu de tournois dans le monde entier. Donc, c'était pas que Roland Garros, mais c'était aussi d'autres tournois de tennis et pas que de tennis. Après, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils avaient la possibilité de gagner une balle physique. Donc, il n'y avait pas que des choses en digital, mais aussi des objets physiques qu'ils pouvaient gagner. Et aussi, bien sûr, avoir les priorités d'achat de nouvelles collections NFT. Pourquoi c'est intéressant? Parce que assez souvent, dans le monde de Web3, donc dans le monde NFT, quand on crée une collection NFT, on va créer une autre après, une troisième après, une quatrième après, pour des événements différents, pour des dates différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'assez souvent, les créateurs de ces NFT, ils vont créer une logique qui vont connecter les NFT entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, si la personne qui a acheté les NFT pour cet NFT-là, l'année prochaine, quand il y aura une autre collection qui va sortir, s'il va avoir deux NFT, il va avoir encore plus de possibilités. Pourquoi? Parce que dans ce portefeuille numérique, il y aura les deux NFT. Et en fait, quand ils vont essayer de se connecter à la plateforme de Roland Garros, la plateforme de Roland Garros va comprendre que, OK, cette personne elle est vraiment intéressée par Roland Garros parce qu'il achète tous les NFT concrets. Donc, du coup, on va encore plus essayer de l'intéresser et de donner encore plus d'avantages, des accès VIP, des choses comme ça. OK, cité, sciences et industrie. Ça, c'est un exemple qui est intéressant. C'est pas un exemple de telle ampleur que Roland Garros. C'est un projet qui était beaucoup plus petit, mais je pense que c'est aussi un projet qui est intéressant pour vous montrer qu'en fait, aujourd'hui, les NFT sont aussi pas mal utilisés dans tout ce qui est la gamification. Et en fait, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait, les cités? En fait, ils ont créé une collection de 2000 comme NFT pour une grande chasse aux œufs. Et en fait, l'idée, c'est que les gens qui venaient à la cité avec les enfants, ils avaient la possibilité de télécharger l'application. Et en fait, il avait des petits QR codes, des petits tags qui étaient un peu partout dans les cités. Et l'idée, c'était de retrouver ces petits QR codes. Et en fait, chaque fois qu'on retrouvait, on avait l'application qu'on devait télécharger. Chaque fois qu'on scannait le code, en fait, on recevait le NFT. Donc, l'utilité, pour l'instant, il n'y avait pas vraiment d'utilité. C'était plutôt comme un jeu. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que dès que vous avez cet NFT dans le wallet, demain, si c'était créé encore une autre collection, voilà, du coup, vous allez avoir un autre NFT
Et après, ils peuvent créer une utilité qui serait intéressante. Par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le futur proche? C'est que si la personne elle a bien gagné le NFT, donc il y a bien cet NFT dans son portefeuille, il aura peut-être un billet gratuit ou, je ne sais pas, il aura peut-être la possibilité de venir en premier à un événement. Donc, en fait, ce type de choses, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des NFT, parce que assez souvent, la logique qui est créée, elle n'est pas la logique définitive. Assez souvent, c'est que dans le futur, ils ajoutent de l'utilité aux NFT qu'ils ont créés. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, après Starbucks. Starbucks, je pense que tout le monde aussi connaît Starbucks. Donc Starbucks, c'est une entreprise qui est vraiment énorme, qui est partout dans tous les pays. Et en fait, avec Starbucks, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de lancer une campagne, de lancer un projet qui s'appelle Starbucks Odyssey. En fait, l'idée, c'est qu'ils vont utiliser les NFT comme leur point de fidélité. En fait, la logique, c'est que maintenant, là, aujourd'hui, par exemple, si vous allez aller au Starbucks, chaque fois que vous allez acheter un café avec votre application, vous allez avoir des petits points de fidélité. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut avoir, ça, ils vont le garder, mais ils vont aussi avoir la même chose, mais avec les NFT, et ça serait encore plus poussé. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir les NFT, ils auront encore plus d'avantages, ils vont avoir la possibilité de participer à des événements. Par exemple, ici, dans l'utilité, il y a la possibilité de gagner un voyage à la ferme de Starbucks en Costa Rica. Je ne sais pas comme pour vous, mais moi, j'avais aimé bien partir à Costa Rica pour voir un peu comment ça marche pour produire le café. Et ça, les NFT, ils vont peut-être pouvoir le faire avec Starbucks. OK, Scotch et Soda. Scotch et Soda, c'est une marque d'Amsterdam, c'est une marque de vêtements. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait aussi un programme de fidélité avec les NFT. Pareil, eux, ils ont deux programmes de fidélité. Ils ont un programme de fidélité classique que presque toutes les marques ont aujourd'hui. Et ils ont créé une deuxième programme de fidélité avec les NFT. Donc là, l'idée, c'est que ça sera vraiment quelque chose en plus. Et donc, les gens qui vont avoir cet NFT, il y aura encore plus de points intéressants et ils seront encore plus proches de la marque. Paris Saint-Germain. Paris, c'est magique, comme on dit. Et c'est magique aussi parce qu'ils ont créé les NFT pour leur tournée d'été au Japon. Et ce qui est intéressant, c'est que les prix étaient très intéressants. Parce que là, du coup, en fait, l'idée de cette collection, c'est en fait, ils ont créé 3 types de packaging de NFT. Et il y avait vraiment pas beaucoup de NFT. Il y avait 50 dans le premier pack, il y avait une dizaine dans le deuxième, il y avait un seul dans le troisième. Et les prix, c'était le plus cher, c'était 22 000 euros, si je ne me trompe pas. Le premier, c'était à partir de 5 000 euros pour un NFT, donc c'était assez cher. Mais pourquoi c'était cher? Parce qu'en fait, comme on peut voir ici, ils avaient beaucoup de points intéressants. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont acheté les NFT, ils avaient la possibilité de voir déjà les matchs, donc c'était déjà le billet d'entrée au match, donc ça aussi, ça coûtait assez cher, donc déjà, ils avaient la possibilité de le faire. Et après, plus on monte dans le niveau de NFT, plus on a de possibilités. Le Royal VIP Room, c'est vraiment, en fait, on est avec l'équipe. C'est comme si on jouait, presque comme si on faisait partie de l'équipe PSG, parce qu'on pouvait parler avec les joueurs, on pouvait assister avec eux à des événements, on pouvait même aller au bar, si je ne me trompe pas, avec eux. Donc, en fait, cet NFT, c'était vraiment quelque chose de très intéressant, parce que là, les gens qui ont acheté cet NFT, c'est vraiment la possibilité d'être très proche des joueurs de PSG. Voilà. Tomorrowland, c'est un festival qui est très connu, qui se passe en Belgique chaque année. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi réalisé un programme de fidélité avec leur NFT. Là, pareil, donc l'idée, c'est que les gens qui ont acheté les NFT, ils avaient la possibilité de rester un billet qu'ils peuvent utiliser pour entrer à Tomorrowland. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le NFT, ils avaient la possibilité de voir les artistes en privé, c'est-à-dire qu'ils organisaient des petites soirées entre les gens qui avaient les NFT et les artistes, un peu des soirées privées. Après, il avait beaucoup de cadeaux qu'il pouvait gagner, donc c'était vraiment quelque chose qui était lié avec les festivals, et en fait, c'était vraiment comme si c'était un peu un billet VIP. Lacoste. Donc, Lacoste, c'est une entreprise française spécialisée dans la confection prêt-à-porter masculin et féminin. Ça, je pense que tout le monde en connaît. Et là, du coup, ce qui est intéressant avec Lacoste, que ça, c'est un projet qui était créé vraiment il n'y a pas très longtemps. Donc, il est sorti il y a à peine quelques semaines. Et là, c'est vraiment un grand projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réalisé 2 types de NFT aujourd'hui. Donc, le premier, c'est celui-là. Donc, c'est les premières images. Et le deuxième, c'est celui-là. Et l'idée, c'est que là,
Encore une fois, pourquoi c'est intéressant, à quoi ça sert cet NFT, c'est vraiment de devenir plus proche de la marque. C'est-à-dire que les gens qui ont cet NFT, ils ont la possibilité de participer à des événements, d'avoir des cadeaux physiques, d'avoir des cadeaux digitaux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Lacoste aujourd'hui, ils sont en train de développer leur propre plateforme un peu en mode une métaverse, comme si c'était une petite métaverse. Et en fait, l'idée, c'est que les gens qui ont ces NFT, dans le futur, ils auront l'accès à cette plateforme en métaverse. Et ça, ce serait vraiment encore un niveau supérieur pour la fidélisation des clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils pourront vraiment jouer et être toujours avec la marque. Ils sont ici. Donc là, par exemple, là, ce sont d'autres projets qui sont réalisés avec les NFT. Donc là, par exemple, la Gucci, Pepsi, Lamborghini, Adidas, Meta, Universal Music, Playboy. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en relation avec une entreprise qui s'appelle Airgift. C'est une entreprise qui permet aux entreprises de créer et de distribuer des NFT. Et en fait, vous avez un petit lien. Donc la présentation que vous êtes en train de voir, on vous envoyait par mail. Et vous avez la possibilité d'aller voir de cliquer sur ce lien et de regarder un peu toutes les collections qui étaient réalisées. Ils ont fait un travail gigantesque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a presque toutes les collections qui étaient réalisées à ce jour. Et là, si vous êtes intéressé, vous pouvez vraiment voir et trouver peut-être votre secteur à vous et de voir quels projets sont déjà réalisés pour s'inspirer un peu. Voilà. OK. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? Non, ok, parce que je voulais montrer un peu. Je vais comment le faire. Je vais montrer en fait le Discord. Pourquoi c'est intéressant de montrer le Discord? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des NFT, de Web3, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Discord. Discord, c'est quoi? C'est un logiciel pour chatter. Donc là-bas, c'était un logiciel pour les joueurs. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus important que ça. Et là, aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant avec le Discord, c'est qu'on peut vraiment créer une communauté sur Discord. Et comment ça fonctionne? Là, par exemple, vous voyez qu'ici, on a l'onglet communauté. Donc là, on a la possibilité de chatter avec les gens qui sont intéressés par Lacoste. On a la possibilité de de parler de la musique, de fashion, de Web3. Donc, il y a beaucoup de choses. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir la langue qu'on parle. Par exemple, là, je choisis français. Si je veux cliquer sur espagnol, directement, il y aura un petit chat qui sera créé avec la possibilité de parler espagnol avec les gens qui sont intéressés par Lacoste et qui parlent espagnol. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a les NFT, donc ici, par exemple, communauté, je ne peux pas aller dessus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de NFT. Et dès que je vais avoir les NFT, là, du coup, j'aurai tout, qui sera beaucoup d'autres channels qui vont s'ouvrir. Et dans ces channels-là, j'aurai la possibilité d'avoir des codes promo, j'aurai la possibilité d'avoir de l'information des événements, j'aurai la possibilité de participer à des jeux. Donc, en fait, dès que j'ai les NFT, ça va s'ouvrir et j'aurai encore plus de possibilités dans Discord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pas mal de sociétés utilisent Discord pour créer la communauté. Par exemple, là, on va prendre Roland Garros. Donc, pareil, ça, c'est leur Discord à eux. Il est un peu moins vivant que celui de Lacoste, mais quand même des choses qui se passent. Après, par exemple, une autre collection qui est assez intéressante, Crash Test Dami, c'est la collection de Colure ici, qu'on n'a pas encore lancée, mais vous pouvez voir aussi qu'on a, pareil, on a fait pas mal de petites choses. Donc ici, il y a la possibilité de voir un peu, de parler de l'art, de parler, donc, par exemple, tous les tweets qu'on va publier sur notre Twitter, ils seront aussi là. Donc, en fait, ce sera vraiment un seul endroit où tu peux voir tout sur la marque et tu peux vraiment participer à ça. Voilà, c'est ça que je voulais montrer ici. OK, donc c'est bon pour moi. Donc, je vais laisser Mathieu de présenter la partie NFT comme une solution technique. Mathieu, à toi la main. Ok, c'est parti. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Bon, ok. C'est parti. Donc, moi, je vais vous donner des cas concrets, enfin des pistes, si vous avez une organisation, une entreprise ou simplement une idée de projet. Je vais citer quelques industries. Commençons avec le transport et l'agroalimentaire. En fait, la blockchain et les NFT permettent vraiment de tracer toute la chaîne d'approvisionnement. Et par exemple, sur de la livraison, sur de l'agroalimentaire, il faut respecter le cycle du froid. En fait, à chaque changement de main, quand on donne le colis ou le bien, la personne qui reçoit le colis peut signer une transaction. Il suffit d'être connecté à Internet, ça prend quelques secondes. Et il n'y a aucun souci de traçabilité. On saura exactement ce qui s'est passé quand. En fait, chaque transaction est taureau-datée, donc l'information sera transparente.
et on pourra la retrouver facilement et surtout, elle est infalsifiable. Donc, dans un audit, donc pour du commissariat aux comptes ou tout simplement pour un contrôle en interne ou via, pour garantir auprès de ses partenaires que l'information est fiable, on peut s'appuyer dessus. En fait, toutes les transactions qui ont lieu sur la blockchain font foi. Ça donne une très grande assurance, ce qui rend le NFT comme support d'information, heu vraiment, c'est une source de fiabilité, donc ça permet de la transparence parce que les transactions sont visibles. Tout le monde peut y accéder sur une blockchain publique comme Ethereum ou Polygon. Ça c'est une source, heu, qui permet moins d'erreurs et ça évite la fraude. Il y a pas une personne qui peut, par exemple, l'admin système ne peut pas aller modifier dans la base de données à la main, certaines valeurs. Dans l'industrie du luxe, il y a énormément de contrefaçons et il y a un marché secondaire très dynamique. Donc les entreprises aujourd'hui, comment elles font pour, parer à ces concurrents qui vont vendre sur le marché noir, des biens, presque identiques, mais c'est pas la vraie marque et même quand moi je vais acheter par exemple un sac de luxe de seconde main, comment m'assurer en tant que consommateur que c'est bien le vrai sac à main émis par, la marque et non une copie? En fait, donc ça existe déjà. Au moment de l'achat, le nouveau propriétaire reçoit un NFT. Celui-ci fait office de certificat de propriété et ça donne beaucoup de garanties que c'est le vrai bien. Et donc, ensuite sur une revente, on transmet en plus du bien physique le NFT et ça permet ainsi de vérifier que le détenteur a bien le bien original. On l'a vu pour la billetterie, par exemple, il y a eu, beaucoup de bruit lors du match entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France en mai. En fait, il y a beaucoup de duplicata où des personnes qui viennent de valider leur billet, ils entrent sur l'événement et là, ils le revendent sur une app, au dernier moment ou, directement à un autre acheteur. En fait, c'est un gros souci, parce que tout va très vite avec internet, mais, il y a aussi des failles et là, en fait, le NFT propose une solution qui est, il est unique, on ne peut pas le copier, donc ça permet vraiment d'empêcher la contrefaçon. Donc on peut imaginer que sur tous les futurs événements, ce sera presque systématiquement des NFT parce que c'est vraiment l'outil idéal où on peut le transférer facilement, mais il reste unique. Ça empêche les doublons, les duplicata et la contrefaçon. Donc de la même manière, pour la propriété intellectuelle, on peut faire une transaction sur la blockchain pour montrer qu'elle a bien eu lieu à telle date, qu'on est le premier à l'avoir fait. L'ASSM aujourd'hui a évoqué une solution d'ancrage sur blockchain, donc c'est ça, on fait une transaction sur la blockchain pour que l'information, elle est visible par tout le monde, et ça fait foi, c'est un peu, on peut penser que les NPI va s'en servir, pour les brevets, très bientôt. Voilà, donc c'est vraiment un certificat d'authenticité et de propriété. Alors, très important, en fait, pourquoi utiliser les NFT, heu et faire des transactions sur la blockchain? C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu très rapide. La technologie ne cesse de s'améliorer. Les échanges sont peu chers et sans intermédiaire. Donc, forcément, il y a eu beaucoup de cas d'usage dans la finance, mais d'une manière générale, on peut l'imaginer et l'appliquer pour, presque tout. Donc, dans toutes les industries finalement où il y a un intermédiaire, on peut, enlever cet intermédiaire et à la place, il y a quoi? Il y a un contrat intelligent qu'on a évoqué plus tôt, qui est un algorithme en fait sur la blockchain auquel tout le monde peut accéder, comprendre et voir les mécaniques et donc c'est un outil, qui est fiable parce qu'on peut voir comment ça fonctionne et finalement, il fonctionne d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc on n'a pas besoin d'un intermédiaire qui fait, la transaction, par exemple, entre 2 acteurs. Donc ça permet de fluidifier le marché. Par exemple, dans le real estate, dans l'immobilier, on peut avoir, des NFT qui correspondent, à un bien immobilier en entier. Donc il y a déjà une blockchain pour les notaires aujourd'hui qui a déjà 1 an et demi. Il peut y avoir aussi de la fractionnalisation de biens immobiliers. Par exemple, un parc qui est vendu à, 10 000 personnes et en fait, chaque personne a un 10 000e. Et ben, en fait, si, les contraintes légales sont satisfaites, on peut transférer très facilement d'une personne à l'autre sans passer par quelqu'un, notre propriété et la revendre ou l'acheter, voilà.
Et donc, j'ai évoqué la finance. Évidemment, comme on peut échanger avec n'importe qui autour du monde notre NFT de manière très rapide. Donc, ça permet vraiment de faciliter les échanges et ce, à très bas coût. Alors là, je vous donne, plus de pistes sur des choses qui sont plus récentes, plus nouvelles, qui vont sûrement, révolutionner en partie les réseaux sociaux et d'une manière l'accès, quand on a un compte sur un site internet, une application. En fait, aujourd'hui, comment ça se passe? Chaque projet, chaque entreprise a sa base de données. En fait, dès maintenant, ça fonctionne déjà, mais ça met un peu de temps pour se démocratiser comme outil. Hem On peut avoir notre identité sur notre wallet, notre portefeuille numérique, et cette identité peut être un NFT. Et en fait, par exemple, bon, moi, Mathieu Saubin, je peux avoir un peu ma fiche numérique, sous forme de NFT, et à chaque fois que je vais me connecter à Facebook, à Twitter, à LinkedIn ou sur d'autres applications, en fait, ça détecte que je possède ce NFT, donc en fait, toutes mes informations personnelles, s'intègrent à mon compte. Mais finalement, le compte, on peut faire en sorte qu'il est sur un contrat intelligent sur la blockchain et que c'est pas Twitter qui décide de fermer mon compte, mais moi, en tant qu'utilisateur, en fait, je décide et je maîtrise en fait l'information qui m'appartient. Donc voilà, les NFT en fait, c'est un outil interopérable, c'est-à-dire qu'on peut avoir un NFT pour, plein d'entreprises ou pour plein d'applications, plutôt qu'à chaque fois créer un compte avec un nouveau mot de passe, il faut mettre son email et voilà, on commence à avoir, des comptes pour tout, c'est compliqué, alors qu'en fait, on pourrait tout faire avec un NFT. Donc il y a aussi on peut mettre en place un système de permission sur un système d'information où selon le ou les NFT que je possède, je peux faire, différentes actions, en lecture, en écriture sur, telle application. Et donc j'ai mis quelques pistes peut-être, pour dans quelques années. On peut imaginer que plus tard finalement, on aura un NFT, qui est notre passeport pour naviguer sur internet et pourquoi pas de remplacer, dans certains États, la carte d'identité nationale par un NFT. C'est des choses qui sont possibles. Techniquement, on peut le faire dès aujourd'hui. Après bien sûr, il y a de nombreux enjeux, donc c'est des choses qui font leur chemin. On ne sait pas dans quelle direction ça va aller, mais en tout cas, le nombre de cas d'usage sont très nombreux. Donc là, je donne l'exemple de l'UNS Protocol qui permet en fait, d'avoir un nom unique et pour après se connecter à plusieurs applications. Donc ça existe déjà. L'accès est, encore restreint à un certain nombre d'utilisateurs. Il y en a environ 100 000 et en fait, avec le même NFT, on accède à plusieurs applications différentes, mais on a une seule identité. Donc de la même manière, il y a ce qu'on appelle les noms de domaine en .eth, donc en anglais Ethereum Name Service. C'est le nom de domaine Ethereum. Donc, on peut en créer un. Je vais vous donner un exemple. Et en fait, ce nom de domaine est unique. On ne peut pas acheter le nom qu'a choisi quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, on peut prendre celui avec notre prénom-nom, mais on peut aussi en prendre un pour le nom de notre entreprise, de notre projet. Et en fait, l'une des choses que ça permet, c'est par exemple, en fait, souvent les adresses qui correspondent à notre wallet sur la blockchain avec tous nos tokens, c'est une longue chaîne de caractères incompréhensible et difficile à retenir simplement. Donc là, je vous donne un exemple. Il y a des chiffres, des lettres. Et en fait, ça, on peut connecter un nom de service Ethereum et par exemple, je vais mettre colibrity.eth et relier à cette adresse. Et à chaque fois que quelqu'un va envoyer des tokens sur colibrity.eth ou veut interagir avec cette adresse, il suffit de taper l'adresse colibrity.eth plutôt que de faire un copier-coller et de faire une erreur et après on ne reçoit pas ces tokens. Voilà. Et en plus, une fois qu'on a acheté ce nom de domaine en .eth, on peut le vendre et en acheter d'ailleurs. Je donne un exemple sur la marketplace OpenSea. Donc là, comment ça se passe par exemple pour acheter un .eth? Donc vous allez sur app.ens.domains et en fait, vous tapez le nom que vous voulez, ça vous dit s'il est disponible et au moment où vous lancez l'achat, ça vérifie que personne n'est en train de l'acheter en même temps pour bien qu'il soit unique. Donc là, il y a 1 minute d'attente. Ensuite, on valide la transaction avec son wallet. Donc là, il y a les frais de gaz de 5 $. Donc c'est sur Ethereum, c'est la blockchain qui est un peu chère, mais il y a des blockchains où c'est vraiment pour 1 centime, on valide cette transaction. Et la fondation derrière prend des frais. Donc là, c'est pour ça que ça fait 10 $ au total. Là, voilà, on attend un petit peu, la transaction se valide
Et après, je peux, sur cette marketplace, donc la plus connue, c'est OpenSea, acheter ou vendre des noms de domaine. Donc là, par exemple, je pourrais vendre celui que j'ai créé il y a 2 jours, Colibrity.eth. Voilà, donc je vous ai donné quelques pistes avec, dans plusieurs industries. J'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Bah, du coup, je pense qu'on va acheter le nom de domaine, ce que tu as créé. Ce serait bien pratique pour nous. Ok, donc maintenant, je vous propose de poser toutes les questions que vous avez. Donc, on a environ une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Est-ce que déjà, ça vous a paru clair? Est-ce que vous pensez que c'était... Est-ce que là, déjà, vous comprenez un peu mieux c'est quoi les NFT, comment ça se passe? Après, je pose la question, mais comment je vais recevoir la réponse? Par chat, s'il vous plaît. Donc, je vais arrêter le partage parce que sinon, je ne vais pas voir l'écran, en fait. Donc, on avait une question, Julie, à toi. Tu peux la lire. Je pense que ça va être plus intéressant. Dans les questions. Dans le chat. Est-ce que l'IA art fait partie de l'art numérique? Est-ce un courant? Oui, tout à fait. Justement, tout à l'heure, on disait que l'art numérique, c'est celui qui va placer le numérique au cœur de la démarche d'un artiste. Eh bien, typiquement, l'intelligence artificielle va vraiment nous faire nous poser des questions. À titre d'exemple, par exemple, dans notre premier drop autour du cabinet de curiosité, on a un artiste qui est inspiré du surréalisme, dadaïsme, qui a entraîné un algorithme de tout un tas de grands classiques du surréalisme et dadaïsme, et donc son intelligence artificielle reproduit de nouvelles inspirations grâce aux nouvelles technologies. Donc ça, c'est typiquement une œuvre d'art qui intègre vraiment la définition parce qu'on le voit, l'artiste a vraiment fait en sorte de nous faire nous poser des questions sur les nouvelles technologies. Après, est-ce que c'est un courant? Je dirais plutôt que c'est un savoir-faire au même titre que la 3D, le collage. Eh bien, l'intelligence artificielle, pour moi, fait plutôt partie d'un savoir-faire. Mais après, c'est discutable. On pourrait considérer que c'est un courant qui fait partie de l'art numérique. Ok, parfait, merci beaucoup. Elisabeth a écrit, je ne sais pas du tout l'intérêt des NFT, c'est très flou pour moi, merci pour ce webinaire, accès sur l'information. Ok, très bien, avec plaisir. Avec plaisir, Elisabeth. Il y a encore des personnes qui écrivent dans le chat. Ok. Mathieu, pouvez-vous présenter les services que vous offrez dans le monde des NFT et des blockchains? Donc, en fait, on propose différents services. Donc déjà, l'agence Colibrity, je te laisserai en parler, Michael, mais sur tout ce qui est création de NFT. Personnellement, j'interviens auprès d'entrepreneurs et de porteurs de projets en freelance, où je fais du conseil. Là, je m'occupe de la partie tech aussi, d'une collection de NFT. Et en fait, ça dépend du projet et des besoins, mais je pense qu'à nous, tous ensemble, on peut vraiment proposer un panel complet de services adaptés en fonction de votre projet, quoi. C'est bien ça. Donc, moi, je veux juste ajouter que nous, oui, on crée un peu toutes les étapes d'une collection NFT. On va commencer par le marketing, après, on va faire la collection elle-même. Donc, on va créer l'art, l'objet en 2D, en 3D, et après, on va développer le smart contract et le mettre sur la blockchain. Et là, par exemple, on pourra être amené à travailler avec Mathieu pour tout ce qui est développement des smart contracts, développement des applications sur blockchain, sur Polygon. Donc, voilà. Ok, Anna. Merci, Anna. Moi, si je suis une boucherie, comment est-ce que je peux utiliser des NFT dans ma campagne marketing? C'est une question très intéressante, Anna. Merci beaucoup. À vrai dire, par exemple, après, encore une fois, on a des experts qui vont vraiment réfléchir et proposer beaucoup d'idées intéressantes. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer une collection NFT où chaque fois est créé peut-être un pan qui sera unique. Par exemple, faire en sorte qu'il y a une série de pans, je ne sais pas, très intéressant et qui n'est pas ordinaire, et faire en sorte que chaque fois que des personnes va acheter le pan, il va aussi avoir un NFT avec le pan. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que grâce à cet NFT, après, il y aura des réductions. Donc, la prochaine fois, quand il va venir acheter la baguette, il pourra peut-être l'acheter en utilisant l'application qu'on va créer, donc soit le Discord qu'on va créer. Et donc, chaque fois qu'il va acheter quelque chose dans la boulangerie, il y aura des réductions. Après, si demain la boulangerie va créer un événement, donc cette personne-là, elle sera directement invitée. Donc, en fait, c'est vraiment
un club, c'est un peu un club VIP, hein, ce sont les NFT. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, Iman, merci beaucoup pour ce webinaire, c'était très intéressant, plutôt clair. Parole d'analyse, OK. Merci pour la mise en bouche. Hâte maintenant de prendre cette musique. Parfait. Merci beaucoup. OK, très bien. Donc, merci à vous tous. Ce webinaire, donc, il sera envoyé par mail. Donc, l'enregistrement de ce webinaire, il sera envoyé par mail. Et nous, on va aussi envoyer la présentation qu'on vous a montrée par mail. Donc, vous allez avoir la possibilité d'en prendre connaissance. Et n'hésitez pas de venir vers moi, Julie et Mathieu, si vous avez des questions. Et bien sûr, abonnez-nous à nos newsletters. Pourquoi? Parce qu'on va organiser d'autres webinaires et d'autres événements physiques dans le futur proche. Donc, comme ça, on pourrait encore plus rentrer dans le monde des NFT et faire des choses intéressantes ensemble.